Il était une fois, dans un royaume reculé d'Afrique de l'Ouest, un territoire paisible et fertile que l'on appelait Adjiran. Entouré de collines verdoyantes, de fleuves sacrés et de forêts millénaires, ce royaume prospérait sous le règne du roi Bakari, un souverain aimé de son peuple, connu pour sa sagesse et sa droiture. Mais malgré la paix qui régnait à l'extérieur des murs du palais, une énigme grandissait dans l'ombre. Au cœur même de la famille royale, et la fille unique du roi, la princesse Sena, était l'étoile brillante du royaume. Sa beauté n'avait d'égal que sa bonté. Elle écoutait les vieillards, jouait avec les enfants, et même les plus pauvres l'aimaient comme une sœur. Pourtant, Sena cachait un trouble profond, un mal silencieux que personne ne parvenait à comprendre point depuis ses 15 ans, la jeune princesse disparaissait mystérieusement chaque nuit. Sa chambre, soigneusement gardée par des sentinelles, se retrouvait vide au petit matin. Les portes restaient closes, les fenêtres verrouillées, et pourtant, à chaque aube, on retrouvait les draps défaits, et parfois, des traces de pas humides sur le sol de marbre. Les servantes disaient que Sena parlait en songe, murmurait des noms inconnus, ou poussait des soupirs glacés qui faisaient frissonner l'air lui-même. Le roi Bakari, inquiet mais impuissant, consulta les prêtres, les marabouts, les chasseurs d'ombre, mais aucun ne trouva la source du mal. Certains accusaient les esprits, d'autres parlaient d'un envoûtement venu d'un ennemi du royaume. Pourtant, la vérité était ailleurs, plus ancienne. Plus enfoui. Un jour, après une nuit plus étrange encore, le roi fit venir le plus vieux voyant de la région, un homme aveugle appelé Ntomo. Sa cécité, disait-on, lui permettait de voir ce que les autres refusaient d'affronter. Ntomo entra lentement dans la salle du trône, s'aidant de son bâton sculpté, orné de talismans cliquetants. Il s'agenouilla devant la princesse, toucha doucement ses mains et ferma les yeux. Un long silence s'installa puis il parla, d'une voix grave. « Majesté, cet enfant est lié à un pacte. Un serment ancien, fait bien avant sa naissance. Ce n'est pas un simple sort. C'est un héritage, une dette. » Le roi pâlit. Il se souvenait vaguement d'une histoire racontée par son père, à propos d'un pacte passé avec les esprits de la forêt de Tandja, un lieu interdit, situé à la frontière du royaume. Mais il n'avait jamais cru à cette légende. Jusqu'à ce jour. Cette nuit-là, Sena se leva, les yeux ouverts mais sans expression. Elle se glissa hors de sa chambre sans un bruit. Personne ne l'arrêta. Comme guidée par une force invisible, elle emprunta un passage secret sous le palais, creusé dans la pierre depuis des générations. Elle traversa des couloirs oubliés, descendit des escaliers couverts de mousse et émergea enfin à l'extérieur, sous le ciel noir. Et la lune était pleine, et sa lumière baignait la forêt de Tandja d'une clarté inquiétante. Sena marcha pieds nus sur les feuilles mortes, les yeux fixés droit devant. Les arbres semblaient s'écarter sur son passage, comme s'ils la reconnaissaient. Elle arriva devant un arbre gigantesque, tordu, aux racines noueuses. Là, une silhouette l'attendait. C'était une forme étrange, enveloppée dans un voile sombre, ni homme ni femme, ni vivant ni mort. La voix qui en sortit fit trembler l'air. « Tu es venu, comme le veut l'accord. » Sena répondit, d'une voix faible, « Je suis fatiguée. Je ne veux plus revenir ici. » La silhouette s'approcha. « Le pacte n'a pas été fait par toi, mais il coule dans ton sang. Tu es la dernière de ta lignée. Tu portes le prix de la parole donnée. » Sena tomba à genoux, elle pleura. « Je veux être libre. » Alors l'esprit répondit, « La liberté a un prix. Et le tien n'a pas encore été payé. » Au petit matin, la princesse Sena se réveilla dans son lit, le front humide, les paupières lourdes, mais incapable de se souvenir pleinement de ce qu'elle avait vécu. Seules quelques images floues lui revenaient, la forêt sombre, la voix spectrale, et cet étrange sentiment d'avoir marché entre deux mondes. Autour d'elle, les servantes évitaient son regard. Même les murs semblaient chuchoter. Au palais, le silence était devenu pesant. Le roi Bakari, désormais convaincu que le salut de sa fille ne viendrait ni des marabouts ni des prières, convoqua un conseil secret composé des plus anciens chefs de lignée, de femmes sages, de chasseurs mystiques et de gardiens de la mémoire. Ils s'isolèrent dans la chambre des tambours sacrés, un lieu interdit au peuple, et là, dans la lumière tremblante des calebasses en feu, un nom fut prononcé, Mahenzanga. Mahenzanga était une vieille femme qui vivait seule dans les profondeurs de la savane, à l'orée d'une forêt sacrée. Certains disaient qu'elle avait plus de 100 ans, d'autres murmuraient qu'elle n'était plus tout à fait humaine. On l'appelait la gardienne des vérités oubliées. Seuls ceux qui avaient le cœur pur pouvaient la trouver. Et seuls ceux qui acceptaient la vérité pouvaient entendre ses réponses. Le roi ordonna à son fils aîné, le prince Ayanda, de se rendre jusqu'à Mahenzanga. Accompagné de 2 guerriers fidèles, Ayanda quitta le palais à l'aube. Ils traversèrent des villages, franchirent des rivières en crue, bravèrent les tempêtes de sable, jusqu'à ce qu'enfin, au bout du 10e jour, ils atteignent la forêt de Wassa, là où les arbres chantaient la nuit.
Mahenzinga les attendait, assise sur une pierre noire, enveloppée dans un pagne de feuilles tressées. Ses yeux, blancs comme le lait, semblaient lire au plus profond de l'âme. Sans qu'ils aient besoin de parler, elle dit d'une voix rauque, « Vous venez pour la fille au sang chargé. Celle qui est la clé. » Ayanda s'agenouilla. Il expliqua tout. Les disparitions, les murmures, le pacte. Mahenzinga écouta, sans interrompre, puis elle dit, « Il y a longtemps, un ancêtre du roi, dans sa jeunesse, a sollicité les esprits de la forêt pour sauver le royaume d'une grande famine. En échange, il leur a promis une offrande. Pas de bétail, pas d'or, non. Il a promis la première descendante née sous la pleine lune du 5e cycle. Cette descendante, c'est Senna. » Ayanda serra les poings, mais elle est innocente. Elle n'a rien demandé. Mahenzinga répondit, « Les esprits ne connaissent pas l'oubli. La parole donnée est une chaîne. » Elle plongea sa main dans une jarre d'eau trouble. Des images apparurent, la princesse enchaînée dans une grotte, les ombres qui tournaient autour d'elle et une voix qui répétait « Le prix n'est pas encore payé », Mahenzinga releva la tête. Il y a une voie, une seule. Senna doit affronter elle-même l'origine du pacte. Elle doit marcher jusqu'au puits des échos, dans le cœur de la forêt sacrée. Là-bas, elle entendra la vérité. Et si elle a la force de la porter, elle pourra briser la chaîne. Mais si elle échoue, elle ne reviendra jamais. Le prince Ayanda remercia la vieille femme et retourna au palais, le cœur alourdi par ce destin tragique. À son retour, le roi Bakari fit venir sa fille, lui révéla toute la vérité, les larmes aux yeux. Senna resta silencieuse un moment, puis, calmement, elle déclara « Si je suis née pour affronter cela, alors je le ferai. Je ne veux plus être une ombre. Je veux comprendre, et je veux vivre. » Le soir même, la princesse Senna, vêtue d'un pagne blanc, accompagnée de son frère Ayanda et d'un vieux griot nommé Malambe, se mit en route vers le puits des échos. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, le vent devint plus froid, les arbres plus serrés, et les bruits plus sourds-points. Ils marchèrent sans parler, guidés par des signes que seul le griot comprenait. Des oiseaux qui fuyaient, des feuilles qui tremblaient, des racines qui battaient comme des cœurs. Enfin, après 3 jours de marche, ils arrivèrent devant une clairière circulaire. En son centre, un puits ancien, creusé dans la pierre noire, fumait d'un brouillard bleuté. Le griot s'arrêta. Il posa sa main sur l'épaule de Senna. « C'est ici. Tu dois descendre seul. Aucun de nous ne peut t'accompagner. » Senna inspira profondément, puis, sans hésiter, s'approcha du puits. Elle s'agenouilla, prononça quelques mots appris de Mahenzinga, et se laissa glisser dans l'obscurité. Le silence enveloppa Senna dès qu'elle s'enfonça dans le puits. Ce n'était plus l'obscurité du monde ordinaire, mais celle d'un autre temps, d'un autre espace. Elle chutait sans tomber, comme portée par une main invisible. Puis soudain, ses pieds touchèrent un sol tiède, couvert de brume. Elle était dans une caverne aux parois vibrantes, où chaque pas résonnait comme un battement de tambour. Une voix l'accueillit. Grave, ancienne, ni masculine ni féminine, « Senna, te souviens-tu de ton premier cri ? De la promesse qui a précédé ta naissance ?» La princesse serra les poings. « Je n'ai rien promis, je n'étais pas là. » La voix répliqua, « Mais tu es le fruit de cette promesse. Et en toi coule le prix oublié. » Les parois se mirent à s'éclairer. Des visions apparurent, un roi jeune et désespéré, des enfants mourant de faim, une lune rouge, un pacte signé avec une lance trempée dans le sang. Le visage de l'ancêtre de Bakari se figea dans la roche. Puis celui de ses successeurs. Et enfin, celui de Senna. Elle vit alors une scène que personne n'avait racontée. Sa mère, enceinte, au bord de la mort. Un esprit au masque d'ivoire lui murmurant « Donne-la-moi, et tu vivras ». Et la mère, dans un cri d'amour et de peur, acceptant sans savoir point, Senna tomba à genoux. Elle comprenait. Elle n'était pas maudite. Elle était sacrée. Une vie offerte, mais jamais livrée. Et tant qu'elle n'acceptait pas son rôle, l'équilibre restait rompu. Elle a voix repris. Tu as 2 chemins. Tu peux accepter le sort. Te fondre dans le pacte et devenir l'épouse de l'esprit racine. La forêt sera ta demeure. Le royaume sera libre. Ou, tu peux briser le lien. Mais cela exige une autre offrande. Une vérité, un sacrifice. Elle murmura, quel sacrifice ? La voix ne répondit pas. Alors, une lumière surgit devant elle. C'était le miroir des âmes, l'objet le plus ancien du monde spirituel. Chacun qui s'y regardait ne voyait pas son reflet, mais le secret qu'il cache même à lui-même.
Séna s'y approcha. Et ce qu'elle vit la fit reculer d'horreur. Elle ne vit pas une victime. Elle ne vit pas une princesse prisonnière du destin. Elle vit une enfant qui, à l'âge de 7 ans, avait vu sa nourrice mourir sous ses yeux, et n'avait rien dit, par peur de perdre l'amour de son père. Ce silence, ce traumatisme, cette douleur enfouie, était devenu un poison. Le vrai secret inavouable n'était pas le pacte. C'était cette blessure que personne n'avait jamais vue. Une blessure que les esprits avaient flairée, nourrie, exploitée point elle s'effondra, en larmes. Mais dans ce cri, dans cette douleur, quelque chose se brisa point et la forêt frémit. Les racines tremblèrent. La voix revint, plus douce point. Tu viens d'offrir ce qu'aucun roi n'a jamais osé, ta vérité. Et c'est cela qui libère. Un vent chaud s'éleva. La lumière l'enveloppa. Les chaînes invisibles qui entouraient son âme se délièrent une à une. La brume se dissipa. Séna se sentit projetée en arrière, puis doucement déposée au bord du puits. Son frère Ayanda, le griot Malambe, et même les arbres l'attendaient, silencieux. Elle rouvrit les yeux point ôtés, elle sourit point. Le retour au royaume fut une célébration silencieuse. Pas de tambour. Pas de danse. Mais des regards, des embrassades et un vent nouveau qui soufflait sur le palais. Le roi Bakari, vieilli par les années de silence, tomba à genoux devant sa fille point. « Pardonne-moi. » Elle le releva. « Ce qui est brisé peut se réparer. » Ensemble. Des mois plus tard, Séna fut consacrée comme la nouvelle voix de la terre, une prêtresse passeuse, une reine de la vérité. Elle fonda un sanctuaire pour les enfants sans voix, où l'on guérissait non par des potions, mais par les récits. Par la vérité. Par l'écoute. Et chaque année, sous la pleine lune du 5e cycle, elle se rendait seule jusqu'au puits des échos, non pour offrir une vie, mais pour remercier la forêt de lui avoir rendu la sienne.